Emmanuel Macron restera le premier dirigeant international à avoir rendu visite à la capitale libanaise dévastée. On a vu des scènes incroyables hier à Beyrouth, une foule à bout, une foule en colère, en rage, implorant le président français d'aider la population à déloger ses dirigeants. La photo, Emmanuel Macron enlaçant une Libanaise, le son. Ce qui est demandé à la France, ce n'est pas des aides, c'est une action politique pour nous aider à se débarrasser de cette classe politique. C'est des terroristes. Mais il y a deux choses. Dites-leur que moi je suis venu aider ce matin et que je vais aller parler à toutes les forces politiques pour leur demander un nouveau pacte. Et que simplement après, le Liban est un peuple souverain. C'est pas à moi de le faire, c'est à vous. Cette visite éclair, nous la débriefons avec le responsable du service international du quotidien libanais L'Orient le Jour. Bonjour Anthony Samrani. Bonjour. Des scènes assez surréalistes hier à Beyrouth. Lesquelles retenez-vous exactement ? Il y a eu vraiment beaucoup de grands moments hier. C'est une visite qui fera date dans la grande histoire d'amitié franco-libanaise. Emmanuel Macron, la visite était extrêmement périlleuse du point de vue diplomatique et on peut dire que c'est un sans faute. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de rappeler que il a réussi à redonner ce que les Libanais pensaient avoir perdu et avoir perdu pour très longtemps, c'est-à-dire de l'espoir. On a trois grands moments. Vous l'avez rappelé, c'est le bain de foule le matin avec des accents très chiraciens, avec un Emmanuel Macron qui est obligé de réfréner quelque part la demande d'interférence de la population libanaise vis-à-vis du président français. On a ensuite cette rencontre avec les grands leaders politiques qui sont pour certains d'entre eux des chefs de guerre et vous les voyez sortir, ils sont livides, ils ne savent pas quoi dire. Et là, on comprend qu'Emmanuel Macron leur a passé un savon et cette image, elle va rester dans la mémoire des Libanais. Et il y a ensuite ce très grand discours le soir où il annonce qu'il va revenir le 1er septembre, il annonce qu'il va proposer un nouveau contrat social pour le Liban. Et il conclut son discours par une phrase en arabe qui est « Bak ya Lebné », c'est-à-dire « Je t'aime le Liban ». Et là, honnêtement, je connais beaucoup de Libanais qui avaient les larmes aux yeux à ce moment-là. Anthony Samrani, est-ce que l'intégralité de la population libanaise, en tout cas sa grande majorité, partage votre ressenti ou il y a quand même quelques bémols à cet enthousiasme ? C'est toujours très difficile au Liban de parler d'intégralité de la population libanaise parce que la population est quand même très divisée sur de nombreux sujets. Je pense que sur le moment, une grande partie de la population libanaise a ressenti ça parce qu'on est sous le coup de l'émotion. Ensuite, si cela se traduit politiquement, effectivement, il va y avoir des divisions profondes au sein de la population libanaise où une partie d'entre elles verra d'un très mauvais œil une interférence, on va dire, trop prononcée de la part de la France. Alors évidemment, le président français est arrivé très tôt après le drame dans cette capitale libanaise dévastée. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui ont pensé d'abord que c'était un peu tôt et que les secours sont toujours en cours? Et est-ce qu'il y a certains Libanais qui ont pensé ingérence aussi? Personne ne dit, mais de quoi se mêle-t-il ? Alors, dans votre introduction, vous avez dit c'est le premier dirigeant international à venir à Beyrouth. C'est encore plus impressionnant, c'est-à-dire que c'est le premier dirigeant tout court, puisque aucun dirigeant libanais, aucun homme politique libanais n'est allé voir les sinistrés. On n'a pas vu Michel Aoun. On n'a pas vu Michel Aoun dans les rues. C'est ça, ni Michel Aoun, ni les autres, ni le Premier ministre, ni le chef du Parlement. Donc non, je pense pas du tout qu'il y ait eu une idée, c'est trop tôt ou quoi que ce soit. Je pense que la majorité de la population libanaise l'a très bien accueilli. Ensuite, vous avez le chef du Hezbollah qui va parler, donc Hassan Nasrallah qui va parler ce soir, et à mon avis qui va très rapidement définir ce que sont pour son parti les lignes rouges. Anthony Samrani, vous dirigez le service international de L'Orient le Jour. Vous venez de nous dire que cette visite ferait date, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'espoir déçu? Il faut des résultats derrière, non ? C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il a la possibilité de créer une dynamique sur la scène internationale, il a la possibilité de pousser de nombreux pays qui ont parfois des agendas beaucoup plus politiques que la France au Liban, de les pousser à aider le Liban, de le pousser parce que le Liban traverse quand même une crise historique. Il a cette capacité, mais cela ne produira d'effet que si c'est accompagné par un mouvement populaire au Liban
et que si c'est accompagné par un dialogue, on va dire, entre les puissances régionales, notamment l'Arabie Saoudite, l'Iran. Donc effectivement, l'espoir peut être déçu, mais on ne peut pas lui en demander plus. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Quelle est la une ce matin de votre journal L'Orient le jour ? Notre une ce matin, c'est espoir Macron au Liban, espoir et camouflé. Donc c'est espoir pour la population libanaise et camouflé pour les hommes politiques pour qui je pense que c'est très rare d'avoir affaire à quelqu'un qui leur parle, qui leur tient un discours aussi franc, aussi direct, et devant la population libanaise, ils ne peuvent pas le cacher. Là. Ouais. Vous pensez qu'on va les voir dans la rue ou ça ne risque pas d'arriver ? À mon avis, ça va être difficile. Une dernière question avec une réponse rapide, s'il vous plaît. Que se passe-t-il aujourd'hui à Beyrouth ? Où en est-on ? Toujours les secours, toujours la recherche des disparus ? Oui, toujours la recherche des disparus. Et comme je vous le dis, je pense que le grand événement aujourd'hui à Beyrouth, c'est le discours de Hassan Nasrallah ce soir, qui est très attendu. Merci beaucoup Anthony Samrani. Merci à vous. Merci, vous êtes responsable du service international du quotidien L'Orient le jour. On continue de parler de Beyrouth. Johanna Chabas, est l'envoyée spéciale d'Europe 1, elle va nous raconter comment elle travaille. Couvrir Beyrouth dévastée. Nous sommes maintenant en ligne avec l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la capitale libanaise, Johanna Chabas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Beyrouth depuis mercredi soir. On entend vos reportages évidemment dans les journaux d'Europe 1. Johanna, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ? L'état de la ville en premier lieu ? Oui, c'est ça. Faut imaginer qu'il y a des quartiers entiers où il n'y a plus d'électricité. C'est toujours pas revenu. Donc, évidemment, pour moi, tout ce qui est connexion, tout ça, ça peut être compliqué. Et puis, voilà, il y a plein de quartiers où tout est détruit, où il y a du verre absolument partout au sol, plus de fenêtres, plus de baies vitrées, plein de magasins qui sont fermés. Puis après, je dirais qu'il y a une difficulté peut-être moins technique, mais plus émotionnelle aussi, d'être face à des histoires qui sont très fortes, des gens qui ont perdu des proches, qui ont perdu leur maison. Tout ça, ça peut faire toujours un peu des difficultés pour nous reporters. Effectivement, j'imagine que le choc est immense. Enfin, il l'est manifestement. Est-ce que les gens vous parlent facilement, néanmoins, malgré tout, malgré l'hébétement, malgré le chagrin ? Je trouve assez, oui. Alors, il faut savoir que moi, j'ai ce qu'on appelle un fixeur sur place. Donc, c'est un journaliste local qui vient m'aider pour des traductions, pour m'emmener sur place, pour vraiment m'amener aux meilleurs endroits possibles. Donc, lui, il m'aide aussi pour ça. Après, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, Macron, par exemple, quand il est venu, c'était le premier dirigeant tout court, disons, j'aurais envie de dire, qui est venu sur place. Moi, je sens auprès de la population cette envie de parler et cette envie d'être entendu, parce que personne, pour l'instant, d'officiel n'est venu les voir. Ils veulent parler, ils veulent raconter leur histoire, raconter voilà ce qui les fatigue depuis des années, notamment la corruption, et ils vont très vite dessus et ils m'en parlent très rapidement. Oui, vous sentez plutôt sortir ce flot de colère et de rage, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est vraiment dès ma première interview sur place. Donc j'étais avec quelqu'un qui tenait un restaurant. Alors son restaurant n'existe plus, la façade est détruite, il n'y a plus de chaises, plus de parquet, plus rien. Tout a été emporté par le souffle de l'explosion. Et donc je lui demandais de me raconter ça, de me raconter ses émotions. Et très vite, ce qu'il me disait, c'était mais le gouvernement ne fait rien pour nous, ils ne sont pas dans les rues, c'est nous qui nous débrouillons. C'est cette corruption encore. C'est très vite allé sur ce thème-là. Il y a cette colère, cette rage envers ce gouvernement. Ces Libanais ne se sentent plus écoutés et c'est ce qui ressort très très vite dans les entretiens que j'ai avec les habitants ici. Alors, petite précision d'ordre pratique. On a dit tout à l'heure que vous cherchiez du réseau, puisqu'il faut bien transmettre, mais vous arrivez aussi dans une ville où, comme partout, il y a le coronavirus. Vous travaillez avec masque, c'est obligatoire ? Alors oui, je travaille avec masque parce qu'en plus ici au Liban, les règles sont un peu plus strictes qu'en France. Le masque est obligatoire dans l'espace public. Donc voilà, moi je travaille avec masque. Après, il faut avouer que évidemment pour les habitants
qui, selon mon fixeur, donc ce journaliste local qui m'aide, normalement respecte pas mal les règles. Là, les règles sont oubliées évidemment face aux désastres, face aux ruines de leurs maisons, de leurs magasins, de leur ville. Les Libanais ont un peu oublié le coronavirus et eux n'ont pas forcément de masque, mais moi oui, j'en ai un. On va revenir, Johanna Chabas, à mercredi soir, quand vous débarquez à Beyrouth, que les hôpitaux saturent, que des gens sont à la recherche des disparus, ce qui est toujours vrai d'ailleurs, que 300 000 personnes sont à la rue. Vous commencez par quoi en arrivant à Beyrouth ? C'est ça qui est compliqué quand on arrive, c'est qu'on a envie de tout couvrir tout de suite. Mais évidemment, on ne peut pas. Moi, justement, vu que j'avais vu que les images, que ces vidéos d'explosion, j'avais envie d'aller assez vite sur le terrain, là où c'était, disons, détruit, me rendre compte vraiment de ce qui se passait et de pouvoir parler aux habitants là-bas. Donc, j'avais demandé à aller là d'abord. Puis parce que vu que c'était tard le soir, je me disais peut-être que les gens allaient se coucher après, mais donc ça permettait de se rendre compte que oui, la poussière volait toujours, que les gens étaient toujours là, gardaient leur maison devant eux. Et puis après voilà, on a décidé d'aller à l'hôpital un peu plus tard en se disant que l'hôpital serait ouvert un peu plus tard aussi. Qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous captez sur place que vous n'avez pas pu attraper avant d'y aller, Johanna ? Eh bien, j'avais peut-être pas compris à quel point alors je suis pas une experte du tout, je l'admets volontiers, mais que cette population libanaise était vraiment excédée en fait, et que cette explosion, elle vient comme une goutte d'eau, même certains me parlaient d'un torrent d'eau dans le vase. Voilà, ça fait déborder tout ce qui était déjà là, cette fatigue. Certains aussi m'expliquaient ce que j'avais pas forcément entendu, que cette explosion au début, certains qui ont peut-être connu la guerre plutôt dans ce pays ont aussi imaginé, sans savoir ce que c'était au début, que ça pouvait être une explosion d'une bombe, un bombardement. Donc voilà, que ça va aussi recréer des traumas dans cette ville, pas juste par la destruction, mais juste par l'événement en lui-même. Ça réveille des choses et voilà, ça permet à cette, disons, exaspération de la population de sortir. Aujourd'hui, à l'œil nu, dans les rues, que voit-on ? Des gens en train de déblayer, c'est surtout ça ? Oui, c'est surtout ça. Faut imaginer que vraiment dans la rue, il y a des bouts de verre absolument partout. Les baies vitrées sont au sol devant les magasins. Et donc en fait, il y a beaucoup de Libanais, surtout des jeunes d'ailleurs, qui vont dans les rues, balais à la main, qui vont porter ces bouts de verre, les ramasser dans des tas. Souvent dans les coins de rue, on trouve tout le verre amassé, toutes les vitres et tous les meubles qui ont été détruits là-dessus. Donc voilà, c'est beaucoup de jeunes qui sont là, beaucoup de tentes aussi où les associations et les jeunes vont distribuer des bouteilles d'eau, des sandwichs, être juste là aussi. Il y a certaines cellules psychologiques qui sont ouvertes pour parler à la population de ces quartiers complètement dévastés. C'est difficile de se nourrir parce qu'on a parlé de risque de pénurie alimentaire, c'est peut-être pas encore le cas. Alors pour moi c'est un peu particulier parce qu'effectivement la première journée je n'ai pas mangé, mais ça c'était plus face à tout le travail qu'il y avait à faire. Mais effectivement c'est assez difficile parce que je suis évidemment placée dans le quartier le plus proche de ce quartier ravagé pour pouvoir y être rapidement. Et c'est vrai que beaucoup de magasins sont fermés, les restaurants surtout sont fermés. Donc voilà, c'est difficile de se nourrir. Après les supérettes restent encore ouvertes. Voilà, moi j'ai mangé un fast-food hier pour tout vous dire. C'était le seul truc que j'ai trouvé ouvert, mais voilà. Vous faites quoi aujourd'hui, Johanna ? Vous avez déjà défini vos reportages, vos angles de la journée ? Alors, je les ai proposés à mes chefs, j'attends la validation, mais voilà, on va essayer peut-être justement d'aller parler à ces jeunes qui déblaient, ces associations qui ont ouvert des sortes de mini-camps de base pour accueillir la population, essayer de suivre un peu la journée avec eux, et puis voilà, essayer de voir comment le ton va changer. Certains me parlent de possibles manifestations dans la ville pour les prochaines journées, donc voilà, essayer de suivre ça avec eux. Merci beaucoup, Johanna Chabas, d'avoir expliqué votre métier. On continue évidemment à écouter vos reportages dans tous les journaux d'Europe 1.